Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce deuxième webinaire des villes alliées de la biodiversité, la nature au service de votre municipalité organisé par Nature Action Québec. Donc avant d'aller plus loin dans la présentation, je vais vous donner quelques modalités pratiques pour que la présentation se déroule au mieux. Donc pour plus de fluidité, on a coupé caméra et micro, mais si vous avez des questions ou des commentaires durant la présentation, je vous invite à les partager dans l'onglet Conversation en haut de votre écran ou dans l'onglet Questions-réponses. Donc, je vous écrirai dedans tout à l'heure également pour vous partager quelques ressources durant la présentation. Nos présentateurs, ils répondront à certaines questions à la fin de la présentation, donc on aura 15 minutes dédiées à ça. Je vous les poserai depuis l'onglet Questions-réponses ou bien depuis l'onglet Conversation. Finalement, le webinaire il est enregistré et vous sera aussi partagé dans la semaine qui suit la présentation avec le contact de nos présentateurs du jour et avec le lien donc, de la présentation, de la rediffusion et puis potentiellement les sujets aussi qui seront abordés aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, qui nous découvrent, qui est Nature Action Québec. Nature Action Québec, c'est un organisme de conservation des milieux naturels à but non lucratif dont la mission est de guider les personnes et les organisations dans l'application de meilleures pratiques environnementales. Vous pouvez voir afficher à l'écran ces missions et ces axes d'action. On a par exemple la gestion des matières résiduelles et des écocentres, l'adaptation au changement climatique, l'acquisition et la conservation des milieux naturels, etc. Nos orateurs du jour, ce seront donc Catherine Granger, Guillaume Le Tournel et Eugénie Potvin. Donc, je vais vous les présenter rapidement avant qu'on aille plus loin dans la présentation. Tout d'abord, Catherine possède un baccalauréat en études de l'environnement et une maîtrise en gestion de l'environnement. Durant ses études, elle a développé une expertise sur l'écart écologique entre les genres et sur d'autres enjeux sociaux en matière de transition écologique. Elle possède près de 6 ans d'expérience en environnement, dont la moitié passée chez Nature Action Québec, en tant que chargée de projet, puis maintenant en tant que chef de service. Elle accompagne plusieurs villes et MRC dans l'adoption de pratiques plus durables, et ce, tant d'un point de vue administratif que citoyen. Guillaume, quant à lui, est titulaire d'un baccalauréat en environnement spécialisé en biologie des organismes et également d'une maîtrise en écologie spécialisée dans la gestion des habitats. Il a différentes compétences en inventaire biologique, gestion des milieux naturels, relations partenariales. Guillaume a aussi rédigé des documents pour des revues scientifiques. En 2020, il travaille pour un OBNL dédié à la protection du fleuve Saint-Laurent. Depuis avril 2023, il travaille maintenant chez Nature Action Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Il passe son temps à mettre son expertise au service de la communauté pour développer des relations avec le monde municipal et les partenaires du territoire. Il gère entre autres des projets de verdissement en milieu urbain, de mise en valeur et de restauration des milieux naturels. Enfin, Eugénie Potvin, elle est diplômée d'une maîtrise en sciences de l'environnement et d'un baccalauréat en biologie. Elle cumule près de 8 ans de travail en environnement. Elle a travaillé pour l'écoquartier de l'arrondissement de Verdun, géré par Nature Action Québec, avant d'intégrer l'équipe de restauration des milieux naturels, où elle agit maintenant à titre de chargée de projet intérimaire, notamment pour le projet de gestion des milieux naturels de l'île des Sœurs. Ce seront donc eux qui vont vous présenter les sujets du jour. Avant qu'on aille plus loin, je voulais rapidement vous parler d'un appel à projet réalisé par Nature Action Québec avec le soutien de BNP Paribas et d'autres partenaires pour financer des initiatives environnementales sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal et sa périphérie. Ça se déroule en 3 volets. Donc, on a la protection et la mise en valeur des milieux naturels municipaux, le verdissement des quartiers industriels et les projets agricoles. Je vous partagerai un peu plus tard après dans le chat le lien pour avoir plus d'informations à ce sujet-là et puis que vous puissiez en apprendre plus. Finalement, notre sujet du jour, c'est donc aménagement durable et résilience du territoire. Vous allez découvrir tout au long de la présentation différents projets à mettre en œuvre pour un territoire plus résilient. Donc, ce dont on va parler plus précisément aujourd'hui, c'est le plan de transition écologique présenté par Catherine, le plan de lutte contre les îlots de chaleur présenté par Guillaume, et puis enfin le plan d'action pour la gestion écologique des milieux naturels présenté par Eugénie. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine pour notre premier sujet. Merci d'être là et merci pour votre écoute. Merci Laetitia. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur le plan de transition écologique. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire une petite introduction.
Simplement, comme vous le savez, les municipalités sont en première ligne pour lutter contre les changements climatiques et pour opérationnaliser la transition écologique de par les différentes compétences qu'elles possèdent. Donc, elles peuvent réglementer et encadrer plusieurs pratiques en matière d'environnement et de développement durable, notamment sur les thématiques que vous voyez à l'écran, que ce soit la consommation d'eau, le transport ou la conservation des milieux naturels. D'ailleurs, pour les aider dans ces démarches-là, il y a plusieurs outils qui sont mis à leur disposition. Il y a plusieurs cibles et orientations qui sont définies par le gouvernement ou même par les régions. Il y a aussi plusieurs ressources qui sont mises à leur disponibilité, que ce soit par l'Union des municipalités du Québec, par exemple, ou les ministères. Donc, tous ces outils-là existent pour les aider dans leur démarche de développement durable. Par contre, face à cette abondance d'outils, ça peut porter à confusion, ça peut être un peu décourageant, en fait, de voir tous ces outils-là sans vraiment savoir comment les mettre en œuvre. Et s'ajoute à ça le manque de main-d'œuvre qu'on connaît en ce moment, là, pas juste chez Nature Action Québec, mais aussi à travers les municipalités, le manque de ressources financières également, et aussi peut-être le manque d'expertise. Donc, pour répondre à ces problématiques-là, c'est là qu'entre en jeu le plan de transition écologique. Donc, un plan de transition écologique, c'est une démarche qui permet de mettre ensemble plusieurs cibles, plusieurs priorités dans un seul et même document qui permet d'en faire le suivi à travers le temps et qui permet aussi, en toute transparence, de partager l'évolution de la transition écologique au sein de la municipalité aux citoyens. Donc, ça permet non seulement d'intégrer la transition écologique dans l'administration municipale, mais aussi l'opérationnaliser sur le territoire d'un point de vue citoyen. Donc, tout ça, c'est inscrit dans une démarche itérative qui est facilitée par l'équipe d'experts de Nature Action Québec, ce qui fait qu'on accompagne la municipalité tout au long de l'élaboration de la démarche, que ce soit dans le cadre d'un diagnostic de développement durable, dans l'élaboration du document et ensuite, dans une certaine mesure, en fait, dans l'opérationnalisation de ce document-là. Donc, pour vous parler davantage de la démarche, je vais prendre l'exemple de la ville de Blainville qu'on a accompagné il y a quelques années dans l'élaboration de leur plan d'action, de leur plan de transition écologique, qui s'appelle Agir maintenant pour demain. Donc, je vous présente le plan de la ville de Blainville comme étude de cas, mais ultimement, l'ensemble des démarches de plan de transition écologique qu'on fait avec les municipalités suivent un peu cette structure-là. Donc, toutes les démarches de plan de transition écologique qu'on fait commencent par une phase de diagnostic en développement durable qui nous sert à identifier les forces, les défis, les opportunités et les menaces auxquelles font face une municipalité. Pour faire ce diagnostic-là, on utilise plusieurs outils, dont une grille d'analyse comparative qui nous permet de situer la municipalité sur les différentes cibles, les différentes orientations gouvernementales, que ce soit provinciales ou fédérales, et même certaines cibles internationales. Donc, on compare le niveau de maturité, si on veut, de la municipalité à ces cibles-là. On compare aussi la performance de la municipalité à celle d'autres municipalités similaires dans sa région et, lorsque possible, avec les données qui sont disponibles, avec la moyenne québécoise. Une fois que ces choses faites, on se penche sur la définition d'une vision à atteindre sur le long terme. Donc, on aide la municipalité à se projeter dans 20 ans et à définir, en fait, sa vision idéale de ce qu'elle cherche à atteindre en matière de transition écologique sur cet horizon temporel-là. Une fois que la vision est définie, on vient la préciser davantage à travers 3 orientations, donc une pour chaque sphère du développement durable, qui sont l'environnement, l'économie et la société, donc la sphère sociale. Ces sphères-là sont ensuite définies à travers différents objectifs à atteindre dans chacune de ces orientations-là. Pour mesurer l'atteinte de ces objectifs-là, on aide en fait les municipalités à identifier des indicateurs et des cibles qui vont permettre de déterminer l'atteinte de ces objectifs-là et ultimement la réalisation du plan de transition écologique. On les aide ensuite à définir des actions concrètes, donc vraiment comment la municipalité va faire pour atteindre les cibles de ces indicateurs. Puis on les aide ensuite à définir le budget en fait qui serait associé à la mise en œuvre de ces actions-là, toujours dans le but d'opérationnaliser tout ça et de rendre tout ça concret. Donc, un plan de transition écologique, c'est pas juste un document qu'on cherche à tabletter, c'est vraiment un outil de travail et de suivi que les municipalités peuvent créer, en fait, pour aider la transition écologique sur leur territoire. Donc, ultimement, ce que ça donne, c'est une structure comme ce que vous voyez à l'écran, un peu résumé. Donc, chaque plan de transition écologique contient une vision, 3 orientations, donc on se rappelle une pour chaque orientation du développement durable, qui contiennent chacune environ 5 objectifs pour un total de 15.
On identifie ensuite une cinquantaine d'actions vraiment durables qu'on peut cocher une fois que c'est fait, qui vont permettre aux municipalités d'atteindre leurs objectifs, qui d'ailleurs peuvent concerner plusieurs thématiques en matière de transition écologique. Vous en voyez quelques-unes à l'écran. Donc, ces objectifs-là peuvent concerner, par exemple, la consommation et la gestion de l'eau, la gestion des matières résiduelles et la consommation de biens de la population, mais aussi de l'administration municipale, la protection, la conservation et la mise en valeur des milieux naturels, l'aménagement et l'occupation du territoire, l'optimisation de l'énergie et la gestion des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la mobilité durable. Donc, tous les objectifs qui peuvent être identifiés à travers ces thématiques-là le sont toujours à travers les compétences des municipalités. Donc, voici un exemple concret de ce que ça peut donner dans un document. Celui-ci est tiré de l'exemple de la ville de Blainville. Donc, par exemple, vous avez un premier objectif qui est identifié au point 1.1, qui est d'augmenter la superficie de milieux naturels qui sont protégés à perpétuité. Pour juger de l'atteinte de cet objectif-là, il y a des indicateurs qui ont été identifiés. Vous en voyez 3 à l'écran, qui sont également munis de cibles et de valeurs de référence, non seulement pour mesurer l'atteinte des indicateurs et donc de l'objectif, mais aussi pour en suivre l'évolution dans le temps, ce qui permet à une municipalité, par exemple, de faire preuve de transparence et de partager l'évolution de la mise en œuvre du plan à sa population. Donc, des exemples d'indicateurs dans ce cas-ci, par exemple, pourraient être la superficie de milieux naturels protégés à perpétuité, la superficie en hectares qui est inscrite au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Donc, pour faire tout ça, donc ça peut sembler gros, mais on commence toujours par des actions à différentes échelles. Par exemple, si la ville de Blainville a choisi d'identifier 2 actions pour lui permettre d'atteindre les cibles de ces indicateurs, qui sont dans ce cas-ci de cibler des sites d'intérêt écologique à protéger et d'entreprendre des démarches légales de protection pour certains sites à haute valeur écologique qui ont été identifiés par la ville. Un autre exemple, l'exemple 2.3, qui est de favoriser la mixité des typologies résidentielles. Encore une fois, la municipalité a identifié 2 indicateurs pour lui permettre de mesurer l'atteinte de cet objectif-là, au moyen de cibles et de valeurs de référence que vous voyez à l'écran. Il y a 3 actions dans ce cas-ci qui ont été identifiées par la ville pour lui permettre d'atteindre ces objectifs-là, qui sont de revoir la réglementation en matière d'urbanisme, de permettre la mixité des usages à l'intérieur de milieux de vie et d'évaluer la possibilité d'implanter des mesures de diversification des revenus et d'éco-fiscalité. Finalement, la question qui tue, combien ça coûte de faire tout ça? En ce moment, malheureusement, et aux connaissances de Nature Action Québec, il n'y a pas de programme de financement qui permet de financer en totalité ou en partie ce type de démarche-là. Par contre, c'est une démarche vraiment, c'est vraiment la base en fait des démarches de transition écologique, surtout pour une municipalité qui a peu de ressources, que ce soit financières ou humaines, pour vraiment commencer à quelque part identifier une vision et identifier différentes actions à mettre en œuvre. Tout ça grâce à un accompagnement vraiment personnalisé par notre équipe. Donc, avant de vous nommer des prix que vous voyez à l'écran déjà, simplement vous aviser que tout ça, ce sont des coûts vraiment approximatifs. C'est vraiment une moyenne des différents mandats qu'on a eus jusqu'à maintenant. Donc, si vous souhaitez avoir une soumission plus personnalisée, simplement m'écrire. Il y aura mon adresse à la fin de la présentation. Donc, pour chacune des étapes, il y a un montant qui lui est attribué. Donc, tous les projets d'accompagnement pour un plan de transition écologique commencent par une phase de démarrage qui revient à environ 2100 $. L'élaboration du diagnostic, de ce que je vous parlais tout à l'heure, qui comprend l'élaboration des différentes grilles comparatives d'auto-évaluation, etc., tout ça, ça revient à environ 11 000 $. L'élaboration des composantes du plan de transition écologique, dont tout ce qui est vision, orientation et objectifs, etc., cette portion de la démarche coûte environ 15 100 $. La rédaction en bonne et due forme du plan de transition écologique revient à 5 500 $. On estime ensuite le coût de mise en œuvre des actions qui vont être identifiées, comme je le disais tout à l'heure, pour que la municipalité puisse prévoir le budget pour la mise en œuvre en fait, de son plan de transition écologique. Cette portion du mandat revient à environ 2 300 $. On accompagne ensuite la municipalité dans une présentation publique du plan de transition écologique. Donc, nous, à cette étape-ci, on se retire un peu pour que la ville puisse faire rayonner sa démarche. Donc, tout ça, cet accompagnement-là, revient à 2 200 $. Et finalement, notre service des communications offre la possibilité de mettre en page votre plan de transition écologique, donc la mise en forme graphique pour publication. Cette portion du mandat coûte 5 000 $. Donc, on en vient à un montant total de projet qui revient à environ 43 100 $. Tout ça sous toute réserve, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez avoir une soumission plus précise pour votre municipalité, simplement m'écrire. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation du plan de transition écologique. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Guillaume. Bonjour tout le monde, merci Catherine pour ta présentation.
Donc, je vais vous parler des plans de lutte contre les îlots de chaleur et de verdissement. Donc, je vais commencer par une petite introduction pour les personnes qui sont moins familières avec ces termes. Implique, qu'est-ce que c'est? C'est un plan de lutte contre les îlots de chaleur et de ruissellement intense. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va définir un îlot de chaleur? C'est un site où la température est significativement plus élevée que dans les sites qui sont environnants. Et le ruissellement intense, c'est une zone d'écoulement et d'accumulation significative d'eau de surface. Pour ce qui est du verdissement urbain, ben, l'objectif, il est dans le titre, là, c'est vraiment de planter dans les zones urbaines. Ça passe par désimperméabiliser les surfaces et puis ça permet également de sensibiliser les populations. Donc, les différentes étapes d'un projet PLIC, c'est tout d'abord d'évaluer la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle prend en compte notamment les îlots de chaleur. Donc, on a des cartes qui viennent du gouvernement. On va prendre des données aussi qui existent au sein des municipalités. Puis, on fait des analyses géomatiques pour pouvoir sortir justement des cartes qui permettent de cibler des zones à enjeu. Donc, tout ça, c'est inclus dans l'évaluation des risques. Ensuite, une fois qu'on a ciblé ces sites qui ont des enjeux, on va aller sonder la population pour savoir quel est leur intérêt aussi à eux. On ne veut pas juste agir à un endroit parce que c'est le meilleur endroit, mais également parce que c'est un endroit qui servira à la population. Puis, on rédige donc l'analyse des risques pour rassembler toutes ces informations-là en un seul document. Une fois que ces sites sont localisés, on va planifier l'aménagement d'infrastructures vertes. Donc, ça peut être par exemple un stationnement qui a été identifié comme un îlot de chaleur. Mais là, on va commencer à faire des plans concept pour élaborer des aménagements qui seront donc résilients face au changement climatique. Une fois qu'on a ciblé, localisé les sites, puis planifié les infrastructures vertes, pardon, on va pouvoir élaborer le PLIC. Donc là, c'est vraiment un document, un plan d'action qui va lister les actions à mettre en œuvre au fur et à mesure. Puis, c'est ça, une fois que ce PLIC sera adopté, on pourra mettre en œuvre les travaux et les plantations. Donc le plic, on peut en faire un seul, mais le bon côté, c'est qu'il a énormément d'avantages, plusieurs bienfaits. Le premier, c'est les bienfaits environnementaux. Il va rafraîchir l'air ambiant, il va permettre l'infiltration de l'eau et contribuer au service écosystémique, donc participer à une meilleure qualité de l'eau, meilleure qualité de l'air. Tout ça principalement grâce aux arbres, mais également, on voit sur la droite, aux pavés perméables, par exemple, qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Ça réduit aussi les ruissellements. Sociétaux, c'est des bienfaits sociétaux puisque ça peut permettre d'améliorer le bien-être psychologique. Il y a de nombreuses études que je n'ai pas incluses ici dans la présentation, mais qui indiquent que la présence d'arbres est un bienfait pour notre santé mentale. Puis la sécurité pour les usagers. Parfois, justement, je regarde l'exemple d'un stationnement qui peut être mal agencé. Ben, on peut profiter justement de cette révision pour lutter face aux îlots de chaleur, pour réaménager aussi le fonctionnement d'un stationnement et permettre une meilleure sécurité pour les usagers. Et enfin, des bienfaits économiques, ça permet d'augmenter la valeur des propriétés. S'il y a plus d'herbes, ben, c'est sûr que ça donne plus le goût d'acheter une propriété à cet endroit-là. Et ça réduit également l'éco énergétique, autant en été puisque ça crée de l'ombre, qu'en hiver puisque ça peut couper les vents qui pourraient amener de la fraîcheur. Autre atout, en tant que biologiste, moi ça me fait plaisir de le mentionner, mais je pense que c'est important de le considérer aussi, c'est que en ajoutant des infrastructures vertes, ça favorise la biodiversité. Donc on cible notamment des zones de plantation qui sont diversifiées avec des espèces végétales indigènes. Puis ces zones de plantation et ces aménagements vont servir de refuge pour la faune. On sait tous qu'il y en a de moins en moins aussi dans les municipalités, donc c'est super intéressant dans les nouveaux aménagements de les intégrer directement. Ça sert aussi de source de nourriture pour la faune. Puis ça va développer, ou en tout cas restaurer une vie du sol qui est aujourd'hui trop souvent enfouie sous les pavés. Et au final également, ça va permettre l'infiltration de l'eau. Donc là, on passe aussi dans la gestion hydrologique, mais ça pourrait réduire les inondations et donc réduire l'impact sur la biodiversité. On arrive au coût des projets. Donc,
Pour ce qui est c'est séparé en deux colonnes. La première colonne, c'est pour les plans de lutte aux îlots de chaleur. C'est, comme le disait Catherine, des estimations. On se base sur ce qu'on a déjà fait, mais évidemment, c'est des projets aussi qu'on peut monter avec vous. Donc, ces chiffres sont variables. Mais ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, une estimation de projet un petit peu lambda. Donc, pour commencer, souvent, il faut débuter par un dépôt d'une demande de financement. Ça prend quand même du temps, c'est pas mal de documents à remplir et c'est du travail quasiment commencé. C'est environ 5 000 $. Ensuite, la production d'un plan de lutte aux îlots de chaleur, c'est entre 70 000 au plus bas. Puis parfois, il y a plusieurs municipalités qui se regroupent, ou en tout cas des MRC qui font une demande. Donc là, ça augmente la quantité de travail. Donc ça peut aller jusqu'à 1 million. Puis la réalisation des travaux, là encore, ça va être variable selon le site. Je mets le site, mais d'ailleurs, ce serait plutôt les sites qui pourraient être choisis pour faire l'aménagement des infrastructures vertes. Pour ce qui est du verdissement, là encore, le dépôt d'une demande de financement est nécessaire, puis c'est environ 5 000 $. La planification de la plantation, donc là, ça inclut justement la production des plans de plantation, la réservation et la commande des végétaux, tout ce qui est en amont des travaux, c'est entre 50 000 et 100 000 $. Puis la réalisation des travaux, c'est là encore variable selon les sites, puisque un petit site va coûter évidemment moins cher qu'un grand site. Mais je vous rassure, c'est des gros chiffres. Malgré tout ça, il y a quand même des programmes de subventions qui existent, qui peuvent permettre d'aider les municipalités, les MRC, à aller de l'avant avec ces projets de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur. Le premier, c'est le programme Oasis, qui permet en 3 phases de réaliser des projets. La première étape, c'est la planification. Donc là, c'est les chiffres partagés par le ministère. Donc j'ai partagé les maximums. La planification, c'est 2 millions maximum. Pour ce qui est de la mise en œuvre, c'est 1 à 25 millions. Puis, il y a également une phase d'entretien qui est trop souvent négligée, mais qui est très importante à partir du moment où on travaille sur du vivant, notamment sur des arbres. Il faut aller les entretenir, les tailler si nécessaire et surtout les arroser au minimum pour les deux premières années. Donc là, il y a 2 millions de disponibles maximum. Et il y a également le programme 4C, comme on l'appelle, croissance de la canopée des collectivités canadiennes. Là encore, il y a 2 volets, puis il y a une planification stratégique qui peut être financée, et ensuite la plantation d'arbres qui peut être financée. Donc, c'est 2 programmes très intéressants. Puis évidemment, il y a aussi Incube Nature, je le rappelle, comme on a parlé tout à l'heure, Laetitia. Je vais vous prendre un exemple pour aller un peu plus dans le concret. Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé avec la ville de Belleuil. C'est l'aménagement de la rue du Vernet. Donc, nous avons fait justement un plan de lutte aux îlots de chaleur en 2020 avec eux. Tout d'abord, ça a commencé par les visuels, puis ensuite les plans concept. Ensuite, nous avons fait les plans et devis, la planification des travaux d'aménagement, puis la mise en œuvre des aménagements. Donc là, c'est justement un exemple de plan concept qui a été fait. Bon, c'est pas zoomé, là, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui peut être fait par nos architectes paysagers avec la proposition d'aménagement d'infrastructures vertes. On commence à avoir plusieurs projets, donc pas mal d'expérience sur ce type d'aménagement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été mis en œuvre à Belleuil. On voit sur l'image de gauche une vue aérienne. Bon, ça donne l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup d'arbres puisque c'était le tout début de l'aménagement, mais on devine les pavés perméables qui sont plus clairs ici. Puis on voit également les zones de plantation qui ont été faites qui sont un peu plus marron. Et avec le magnifique outil de Google Street View, on peut voir qu'il y a eu les plantations de réaliser et que les arbres se portent bien. Là, on voit aussi que l'aménagement sécuritaire est pensé avec des passages piétons qui sont pensés pour que autant les automobilistes que les piétons puissent circuler dans un environnement qui est agréable. J'ai terminé pour ma partie. Je vous remercie. Si vous voulez me contacter, c'est mon adresse courriel, n'hésitez pas. Et je vais passer la main à Eugénie. Oui, bonjour. Je vais essayer de prendre le contrôle. OK. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous parler d'un service qu'on offre chez Nature Action Québec. Donc, on se déplace plutôt vers les milieux naturels là, des villes. Donc, c'est la création là, de plans d'action pour la gestion écologique de milieux naturels.
comment est-ce que ça peut se traduire chez Nature Action Québec? Dans le fond, des fois, on appelle ça des plans de gestion, des fois, c'est des plans de conservation, des plans de restauration également, mais on a toujours la même formule là, qu'on appelle en 4 étapes. Donc, on va venir sur le terrain ou encore faire des revues de littérature pour essayer de dresser un portrait, dans le fond, des milieux naturels qui sont présents sur le territoire dont on parle. On va essayer d'évaluer c'est quoi les forces et faiblesses, si on veut, de ce territoire-là. Dans un deuxième temps, on va venir définir une stratégie. Donc, en fonction des opportunités, des sensibilités du milieu, on va venir déterminer qu'est-ce qu'on veut prioriser. Voilà. Ensuite, dans un troisième temps, on va venir proposer des actions pour préserver, mettre en valeur, bonifier également les milieux naturels. Puis, quatrièmement, on va venir souvent là, en partenariat, on espère, avec les clients, on va venir hiérarchiser les actions, donc vraiment venir prioriser les actions, puis les séquencer en fonction là, du calendrier là, qui est prévu pour les actions. Il y a aussi une estimation des coûts, puis comment est-ce qu'on va venir réaliser réellement les actions. Donc, moi, je vais vous parler plus précisément là, d'un plan d'action qui a été fait pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Donc, il y avait vraiment une volonté de l'arrondissement de venir répondre, dans le fond, c'est en droite ligne là, avec les exigences de la ville-mère Montréal, de faire de la conservation là, sur 10 du territoire. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là là, qui est venue l'idée de faire un plan d'action pour entre 10 et 15 sites là, qu'on retrouve dans l'arrondissement. Finalement, on en a repéré 15 pour un total là, de 51 hectares. Puis, le plan d'action, on a réalisé, là, on n'a pas réalisé, mais on a identifié 82 actions. Au niveau de Nature Action Québec, qu'est-ce que ça signifie, là, l'ampleur de ce projet-là? Là? Ça l'a touché, il y a 12 employés là, qui ont été sollicités sur 3 directions, donc 3 équipes différentes de travail, plus de 1800 heures réparties sur 7 mois. Donc, voilà les différentes activités qui étaient prévues pour ce projet-là. Donc, il y avait vraiment, je pense que la clé là, de réussite de ce projet-là, c'était vraiment d'être en interaction constante avec l'arrondissement pour essayer de proposer quelque chose qui est le plus possible réaliste, puis en phase avec la volonté de l'arrondissement. Pas donner quelque chose qui va être tabletté, mais vraiment un plan qui puisse être utilisé puis qui sera efficacement mis en pratique. Donc, premièrement, réunion de démarrage finalement, puis une série de réunions de suivi. Ensuite, il y a eu une étape de sélection des sites, donc vraiment révision de la littérature, voir quel site qui serait d'intérêt. Il y a eu un atelier également là, avec l'arrondissement pour sélectionner les sites. Par la suite, on est allé faire sur le terrain des inventaires écologiques, là, voir comment ça se passe réellement dans les milieux. Après élaboration des actions proposées au plan, il y a une hiérarchisation encore là, des actions en fonction là, toujours là, de l'arrondissement, de ses besoins. Par la suite, production du plan, présentation à l'arrondissement, puis finalement, dernière itération, là, faire la version finale. Donc, les principaux constats, puis c'est des constats là, qu'on observe un peu partout là, dans des milieux semblables, là, un peu urbanisés. Qu'est-ce qu'on a observé sur le territoire? Donc, le premier constat, c'est par rapport à la présence des espèces végétales exotiques envahissantes, donc qui étaient très présentes à plusieurs endroits. Deuxième constat, c'est la présence, c'est une espèce exotique envahissante, là, mais qui est assez problématique, la renouée du Japon. Donc, on a retrouvé à certains endroits. Donc, ça, c'est vraiment une espèce qu'il faut prioriser là, pour, dans le fond, il faut la prendre quand les populations sont encore très petites parce que c'est très, très difficile à éradiquer.
Ensuite, le troisième constat, c'était par rapport à la perturbation de certains milieux. Donc, on a noté la présence de sentiers formels, des feux à ciel ouvert, des choses comme ça. Donc, toutes ces données-là, c'est géoréférencé, puis ensuite, on peut avoir un portrait là, de ces problématiques-là. Le quatrième constat, c'était par rapport au niveau d'érosion des rives. Donc, on a vraiment identifié là où il y avait des problèmes d'érosion. Et puis, le cinquième constat, c'était plutôt comme une opportunité. Donc, deux sites là, qui ont été jugés de plus haute richesse écologique. Donc là, c'était des sites qui représentent un potentiel là, pour la mise en valeur. Donc, voilà. Là, je passe rapidement, mais peut-être que je peux revenir. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, on dresse les constats, comment ça a fonctionné dans le plan. C'est vraiment par site où on est venu identifier, OK, les problématiques, puis les différentes actions avec des plans de quoi faire là, comme actions, puis où les situer à travers les sites. On a vraiment aussi séquencé les différentes actions en fonction du calendrier puis des priorités. Donc là, un exemple plus concret là, que je voulais vous donner, dans le fond, suite à l'écriture du plan d'action pour la gestion écologique des milieux naturels, on a fait déjà au moins une intervention là, avec Nature Action Québec, qui est la restauration des rives dans le parc du Chevalier Cuivré. Donc, à cet endroit-là précisément, les problématiques qui avaient été observées, c'était passablement celles que je vous ai nommées, là, les plus grands constats qu'on avait observés en général. Il y avait peut-être aussi là, la présence de déchets là, qui avaient été identifiés comme étant problématiques. Donc, on est allé en partenariat avec l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, chercher des financements donc au niveau du Fonds pour dommages à l'environnement, puis le programme Affluent maritime. Donc, pendant un an, là, on a fait des interventions pour augmenter la biodiversité puis réduire les impacts anthropiques. Donc, voilà, un petit tour d'horizon là, des actions qu'on a posées. On a fait vraiment beaucoup de contrôles du nerf brun cathartique. Il y a eu la plantation de plus de 350 arbres et arbustes indigènes, l'aménagement d'un pré fleuri. Donc, on voit ici là, une image là, de la plantation. Il y a vraiment eu des plantations d'herbacées, puis aussi de l'ensemencement. Il y a eu une corvée de nettoyage communautaire également qui a été organisée. L'installation, là, c'est noté filet zéro déchet, mais en fait, c'est simplement, c'était pas possible là, d'installer comme tel un filet zéro déchet. Donc, on a installé à l'embouchure d'un drain là, une espèce de petite barrière là, pour pas que les déchets se versent dans la rivière des Prairies. L'installation de 2 nichoirs à oiseaux, création puis installation d'un panneau de sensibilisation qu'on voit ici. Donc, on voit, pardon, le plan ici là, du parc. Donc, vraiment l'espèce d'espace là, fleuri, c'est vraiment entre la ligne mauve là, qu'on voit ici, qui est une piste cyclable, puis la ligne orange, jaune-orange, qu'on voit qui est un sentier pour piétons. Donc, on est vraiment venu venir travailler ici tout l'espace là, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de pelouse, mais vraiment une espèce d'habitat là, pour les pollinisateurs, les oiseaux également qui peuvent profiter de ça. Les plantations, qu'est-ce qu'on voit ici? Des arbustes qui ont été faits ici. Donc là, ça, c'est vraiment un aménagement paysager, si on peut dire, plus classique. Sinon, on est venu aussi faire des plantations en bande riveraine pour venir pallier. Ben, on est venu retirer du nerf brun. Donc, on est venu également bonifier la bande riveraine en faisant des plantations. Ça fait aussi écho là, aux problèmes d'érosion là, qu'on vient essayer de traiter avec ces plantations-là. Donc, voilà, fait que ça fait un peu un tour d'horizon d'un projet un peu plus concret qu'on a pu mettre en place grâce au plan d'action qui avait été réalisé. Je vous laisse mes coordonnées si vous voulez plus d'informations sur ce type de service qu'on offre chez Nature Action. Merci. Merci Eugénie, Guillaume et Catherine. Donc c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager.
à nos présentateurs qui seront ravis d'y répondre. Pendant que vous y réfléchissez, s'il y en a certaines hop, je vais vous mettre leur contact à chacun dans le fil de discussion. C'est très clair? Pas de questions? Encore une bonne demi-heure au besoin. On a été trop concis, C'est ça, trop précis. trop parfait. Je vais laisser 2 petites minutes, sinon on pourra clôturer ici. Donc le temps que vous y réfléchissiez, je vais passer à la dernière diapositive, donc qui vous présente le sujet du dernier webinaire, Vis-à-vis de la biodiversité. Ça se passera à 10h30 la semaine prochaine. Je vais vous mettre également le lien dans le fil de discussion. Comme ça, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez le partager autour de vous, à votre réseau aussi, au besoin. Je vois qu'il y a une question qui a popé. Je vais aller voir ça. Merci pour votre participation. Alors, nous avons Jeanne Thérèse qui nous demande: évaluez-vous aussi la protection de la faune dans vos démarches? Peut-être que c'est une question qui peut, auquel je peux répondre. Si on évalue, excusez, j'ai dit que je vais répondre, puis j'ai oublié la question. Dans le fond, c'est sûr qu'on considère toujours la faune là, dans les interventions qu'on veut mettre en place. Dans le fond, ça fait partie, tu sais, quand je disais quand on va sur le terrain, évaluer les sites, tout ça. Donc, puis la revue de littérature également, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Est-ce qu'il y a des sites sensibles? Est-ce qu'il y a des espèces vulnérables là, qui sont présentes sur ces sites-là? Donc, on va vouloir venir répondre, dans le fond, aux besoins de la faune également avec nos actions, là. Donc, ça pourrait être de la lutte aux espèces exotiques envahissantes qui nuisent à ces espèces-là. Ça pourrait être également des aménagements fauniques qu'on voudrait venir mettre en place. Donc là, j'ai nommé, dans l'exemple que j'avais, il y a des nichoirs qui ont été installés, mais ça pourrait être aussi pour ceux qui étaient là la semaine passée, là, je parlais également, là, par exemple, des dortoirs pour les chauves-souris, hibernacles à couleuvres. Donc, il y a vraiment une quantité importante là, d'aménagements fauniques qu'on peut venir mettre en place. Donc, voilà. Puis là, j'ai parlé aussi du pré fleuri. Là, donc, ça, c'est aussi quelque chose, un aménagement auquel on peut penser pour la faune. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais n'hésitez pas s'il y a besoin de clarifier d'autres choses. Si Je Eugénie. peux compléter aussi, Eugénie. Il y a, dès qu'on fait des aménagements, c'est sûr que comme tu l'as dit, on va faire un inventaire puis voir l'existant. Puis on s'assure aussi de respecter les critères environnementaux, puis si au besoin de faire des demandes de certificat d'autorisation dans le cas d'aménagement. Donc c'est ça, petite précision. Je peux également apporter un petit rétzel par rapport au plan de transition écologique. Donc, si jamais c'est une priorité de la ville, la protection de la faune ou quoi que ce soit, ça peut être des objectifs, des cibles, des indicateurs qui peuvent être intégrés dans un plan de transition écologique, par exemple. Donc, ça devient une priorité de la ville pour identifier différents chantiers qui pourraient être mis en œuvre. Et ça démontre également à la population, une fois que c'est intégré dans ce type de démarche-là, que c'est une priorité, justement. Merci. Je peux peut-être vous en poser une, comme ça ouvrira peut-être le champ à d'autres questions. Comment on pourrait faire, par exemple, avec l'existant, notamment pour les plans de lutte contre les îlots de chaleur? S'assurer de travailler avec l'existant? Pour ce qui est de l'existant, c'est sûr que nous, à chaque fois qu'on débute un plan de lutte aux îlots de chaleur, on va sur place, on fait des visites terrain avec nos architectes du paysage, les biologistes. Donc, on a une équipe aussi multidisciplinaire qui permet de faire un inventaire puis de savoir
quelles sont les choses qui sont déjà sur place. Puis ensuite, on travaille directement avec la municipalité ou la MRC pour définir ce que eux souhaitent conserver ou non. Et donc, c'est un travail qui est très important. Parfois, on l'oublie, mais c'est ça. On va sur site, on prend note tout ce qui existe. Ça peut être du plus gros arbre au petit arbuste, à la présence de VE, au panneau de signalisation. Et derrière, en fonction de tous ces éléments-là, c'est là où on va pouvoir justement faire le plan concept. Donc, c'est vraiment un Merci. travail multidisciplinaire. Merci Guillaume. On avait eu une question la semaine passée, mais je ne suis pas certaine que tous ceux qui étaient présents soient encore là. Par rapport au territoire d'action de Nature Action Québec, ça pourrait peut-être aider un peu nos internautes. Le territoire d'action de notre organisme est assez large. Là. Ça se concentre principalement sur le territoire de la CMM. Mais on a d'autres clients un peu partout au Québec. Là. Ça peut aller jusqu'à Trois-Rivières. On a des clients sur la Côte-Nord, Port-Cartier par exemple. On peut même jusqu'à Mont-Laurier. Donc le territoire d'action est assez large, mais ultimement, on se concentre sur le territoire de la CMM principalement. Catherine, vous avez d'autres questions? Je vais laisser 2 petites minutes, sinon on va clôturer ici sur les différents liens que je vous ai laissés et contacts. Donc, merci beaucoup Eugénie, merci Guillaume et merci Catherine. Visiblement, vous avez été très clairs, donc c'est parfait. On n'a pas d'autres questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis j'espère vous revoir au prochain et dernier webinaire la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.